Donc le conflit israélo-arabe prend naissance d'une part dans les turpitudes d'un peuple sans État, le peuple juif, antisémitisme, pogrom, nazisme, Shoah, et d'autre part dans les combinaisons diplomatiques des puissances européennes au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire ici au Moyen-Orient, lors de la disparition de l'Empire ottoman. Accord Sykes-Picot, déclaration Balfour, système des mandats. Alors comment se déclinent les tentatives de résolution de ce conflit depuis la création de l'État d'Israël en 1948? C'est la problématique si l'on reprend la deuxième partie du titre du jalon. Alors j'annonce trois grandes parties pour répondre à cette problématique. Première grande idée, c'est finalement la première grande tentative de pacification par la toute nouvelle organisation des Nations Unies, née quelques années auparavant. Sa première grande tentative de construction de la paix, pour reprendre la formulation de l'axe 2 du thème. Alors pour détailler ce premier axe, deux aspects, deux sous-parties. D'abord, on a donc un projet original de sécurité collective, puisqu'il s'agit de régler le conflit avant même qu'il ne se déclenche. Une sécurité collective préventive, en quelque sorte, qui se traduit, comme vous le savez, par le plan de partage en deux États, Jérusalem où les lieux saints sont imbriqués, conservant un statut international. Alors ce plan, on le sait, est un échec. La première guerre israélo-arabe s'enclenche dès la proclamation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Deuxième aspect, après la signature d'un armistice en juillet 1949, un armistice, ce n'est pas un traité de paix, c'est un accord de cessez-le-feu qui définit ici une ligne verte correspondant aux positions militaires tenues à ce moment-là. Et cette ligne verte fait office de frontière de facto entre Israël, qui, on le voit sur les cartes, s'est considérablement agrandi par rapport au plan onusien de partage. Ce sont les zones ici qui apparaissent en hachuré. Et ce qui reste du territoire palestinien, qui passe sous le contrôle de l'Égypte pour Gaza, et de la Jordanie pour la Cisjordanie avec Jérusalem-Est. Et c'est dans ce cadre forgé par les armes, en quelque sorte, qu'intervient, cette fois-ci après le conflit, qu'elle n'a pas su prévenir, qu'elle n'a pas su empêcher, l'ONU. Elle va chercher à en empêcher le réveil et à en limiter l'impact sur les populations civiles. Finalement, l'ONU teste ici les premières formules du peacekeeping. Alors on le sait, pour surveiller le respect du cessez-le-feu, la première opération de maintien de la paix est créée, l'ONUST, l'organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve, une mission d'observation, tout comme celle qui sera créée en 1949 entre l'Inde et le Pakistan. Par ailleurs, pour organiser l'aide humanitaire à destination des 750 000 réfugiés palestiniens chassés de leur territoire, l'UNRWA est créée. Je vous invite à consulter donc la page internet signalée sur une des fiches pour découvrir les caractéristiques de cet organisme. Alors si l'on se projette quelques années plus tard, on constate que le conflit israélo-arabe va vraiment constituer la matrice de cette doctrine du maintien de la paix telle que définie par Dag Hammarskjöld, le secrétaire général suédois de l'ONU. L'apparition des casques bleus, constituant cette fois une force d'interposition et non plus simplement d'observation, est liée à la deuxième guerre israélo-arabe en 1956, lors de l'intervention militaire franco-anglo-israélienne contre le président égyptien Nasser, qui vient de nationaliser le canal de Suez. Le secrétaire général suédois met en place la FUNU, la force d'urgence des Nations Unies, qui se déploie dans le Sinaï pour faire tampon entre Israël et l'Égypte. La FUNU est positionnée ici, représentée par cette ligne bleue. Tel est donc le premier moment des tentatives de résolution du conflit israélo-arabe, le moment onusien en quelque sorte, un dispositif fragile qui n'a pas su empêcher la guerre,
c'est l'échec du plan de partage, et qui dépend du consentement des parties pour en limiter les effets, c'est l'expérience du peacekeeping. Alors ce dispositif ne va pas résister en tout cas à la montée des tensions à partir du milieu des années 1960, et on passe au moment westphalien et clausewitzien de cette histoire des tentatives de résolution du conflit israélo-arabe, cette deuxième partie qui s'étend de la guerre des 6 jours en 1967 au traité israélo-égyptien de 1979, en passant par la guerre du Kippour en 1973.